Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 1er mai. 5 Français ont été tués dans les Alpes italiennes par une avalanche. Un 6e, leur guide, rescapé miraculeusement, est toujours à l'hôpital en état de choc. Les 5 personnes décédées, 4 hommes et une femme, ont été retrouvées encordées. Les manifestations du 1er mai à Paris et en province lancent un mois qui devrait être placé sous le signe de la revendication avec plusieurs journées d'action. Cet après-midi, en tête de cortège, se trouvait l'un des salariés sans papier qui a reçu parmi les premiers son document de régularisation. Polémique en Italie après la publication sur Internet de toutes les déclarations d'impôts des citoyens, célèbres ou non. Star du cinéma, de l'industrie, de la mode, le site vite saturé a été finalement fermé. C'est l'agence des impôts qui a pris cette initiative. Parmi les métiers particulièrement difficiles où le taux d'accident du travail est très élevé, celui de marin-pêcheur. Selon les chiffres officiels, 1 sur 8 est victime chaque année d'accidents du travail, mais crise économique oblige, ils sortent en mer, y compris dans des conditions difficiles. Le Mont Saint-Michel fête aujourd'hui avec une ferveur toute particulière ses 1300 ans. Fondé en l'an 968 par les bénédictins, le mont est d'abord un lieu religieux avant d'être un site touristique inscrit au patrimoine de l'humanité. Les 6 alpinistes français qui se trouvaient dans les Alpes italiennes à 3000 mètres d'altitude auraient été victimes d'une avalanche qui les aurait projetés contre une barre rocheuse hier après-midi. Dans des conditions météorologiques particulièrement difficiles, ils avaient tout de même choisi d'effectuer cette sortie en montagne. 5 ont été retrouvés morts, toujours encordés. Le 6e qui a pu être secouru hier soir est toujours à l'hôpital. Originaire de Savoie, il était guide depuis 20 ans et d'après ses collègues extrêmement expérimentés. Reportage de nos envoyés spéciaux, Denis Sébastien et Jean-Claude Martin. Il est environ 7 heures ce matin. Les secours viennent de reprendre les recherches. Nous sommes à près de 3000 mètres d'altitude sur un itinéraire classique de ski de randonnée. Rapidement, les 5 disparus sont retrouvés, malheureusement tous décédés. Ils étaient en partie enfouis sous la neige, tous encordés. Vous avez dû creuser pour les retrouver? Oui, un petit peu, oui. Pourquoi nous avons vu le ski, le sac, et après, avec l'hélicoptère, nous avons porté de personnes. L'alerte avait été donnée hier en fin d'après-midi par un gardien de refuge. Malgré le mauvais temps d'hier soir, l'hélicoptère a pu localiser un homme. C'est le guide qui encadrait le groupe. Il est blessé, mais vivant. On a pu retrouver la personne blessée sur la neige. Et on a vu par là qu'il y avait de matériel, il y avait beaucoup de choses par là, mais on n'a pas pu voir d'autres survivants dans ce moment. Donc comme on était à fin de journée, on n'a pas pu faire d'autre que treuiller le blessé et rentrer à la base. Transporté à l'hôpital d'Aoste, le guide souffre de nombreux traumatismes à l'abdomen et au thorax. Il est conscient mais très choqué. Un collègue qui a pu discuter avec lui revient sur les circonstances de l'accident. Le groupe évoluait dans un terrain exposé, dans un passage de col. Et une avalanche les a emportés, donc l'avalanche qui s'est déclenchée toute seule au-dessus d'eux, donc à un moment défavorable. Et puis voilà. Ils ont été emportés au-dessus d'une barre de plusieurs dizaines de mètres et donc le guide a survécu mais complètement miraculeusement. Les corps des 5 victimes, une femme et 4 hommes, ont été redescendus dans la vallée. Le guide, quant à lui, est toujours hospitalisé ce soir. Il doit subir de nouveaux examens demain et en attendant, les médecins réservent leur pronostic. Malgré toutes les précautions, les mises en garde, la montagne reste extrêmement dangereuse, surtout lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises. Aucun équipement, aucune balise ne permet d'éviter l'accident. Loïc Delamornay et Raymond Chaplard. Ce jour-là, les secours arrivent en masse, mais trop tard. Sous cette coulée de neige, il y a un corps que les gendarmes du secours en haute montagne recherchent frénétiquement dans une course contre la montre. C'est un chien qui détectera le skieur décédé. Il y a à peu près 15 minutes où on a d'énormes chances de trouver la personne vivante. Au-delà de ces 15 minutes, il y a vraiment des chances de trouver la personne décédée. Lorsqu'une avalanche se déclenche, elle peut dévaler une pente à plusieurs centaines de kilomètres/heure. Pour un skieur emporté, les conséquences sont épouvantables. On meurt soit malheureusement de décès traumatiques, soit de noyade, soit aussi par le souffle de l'avalanche pour une avalanche de poudreuse, c'est-à-dire type plaque avant, par le souffle qui peut nous projeter sur une barre rocheuse, en contrebas, etc. Même s'il a eu de la chance, un skieur encore conscient est incapable de se dégager seul. Et la neige va former autour de lui une gangue gelée, un sarcophage privé d'air où il va s'asphyxier.
Autre danger classique en fin d'hiver avec le redoux, les ponts de neige. C'est une couche de neige qui recouvre une crevasse. Avec le redoux, la couche s'amincit, le piège est parfois invisible, le poids de skieurs suffit à tout faire s'écrouler. Les opérations de secours, comme dans cet exercice, sont alors très compliquées, puisqu'il faut aller rechercher des victimes dans un environnement hostile, à des dizaines de mètres de profondeur. Pour éviter ces drames, il y a bien sûr l'équipement ARVA, une balise, que se doit de porter tout skieur hors piste. Plus récemment, des ingénieurs ont mis au point ce sac à dos airbag. Les tests grandeur nature montrent que ce dispositif évite aux skieurs emportés de s'enfoncer dans la neige. Mais la prévention reste la meilleure arme, comme avec ce simulateur d'avalanche où les skieurs hors piste réalisent ce qu'ils encourent. C'est une violence inouïe, donc je pense que ça dissuade d'aller un petit peu du côté des avalanches. Pour les plus récalcitrants reste la punition à l'ancienne, comme ce jour où les secouristes ont dû aller rechercher 4 imprudents. L'hélicoptère les a tirés d'affaire, mais redéposés en toute sécurité tout juste quelques centaines de mètres plus bas. Pas de retour direct à la station et 2 bonnes heures de marche en chaussures de ski pour méditer sur leur inconscience. Et nous retrouvons en direct d'Italie Benoît Gadret. Alors Benoît, vous êtes à Cuornier, devant l'hôpital où se trouvent les corps des victimes et l'enquête commence. Bien évidemment, la justice italienne s'est saisie de cet accident. Les corps des 5 victimes ont été transportés donc à la morgue de l'hôpital qui se trouve derrière moi. Le procureur du tribunal local, le tribunal d'Ivrea, a désigné un expert, en l'occurrence un médecin légiste, qui sera chargé demain matin d'examiner les corps des victimes. Dans le même temps, le guide rescapé sera entendu soit par la police italienne, soit par le magistrat directement. Les familles françaises, donc les familles des victimes, ont été autorisées par la justice italienne à se recueillir devant le corps des défunts. Ce sera probablement demain à la mi-journée. On en sait désormais davantage sur ces victimes. Ce sont, vous l'avez dit, donc 4 hommes, une femme âgée de 38 à 60 ans. C'était des gens qui se connaissaient, qui étaient originaires de la région parisienne, la région de Vichy, également de Reims. C'était des alpinistes confirmés, des amateurs confirmés, expérimentés, puisqu'ils avaient réalisé une course au Népal, une course réputée particulièrement difficile. Quant au guide, eh bien, c'est un guide de La Plagne, en Savoie, et ce guide accompagnait régulièrement ce groupe d'amis. Merci Benoît pour toutes ces précisions. À Paris, plusieurs manifestations du 1er mai aujourd'hui, mais un peu moins de monde que l'an dernier dans les cortèges. D'autres journées d'action cependant sont prévues, notamment le 15 et le 22 mai. Après Force ouvrière ce matin, c'était cet après-midi autour de la CGT et de la CFDT, pour une fois côte à côte de défilé. Les mots d'ordre portés sur le pouvoir d'achat et la réforme des retraites. Romain Messi, Bruno Vignier et Mathias Barrois. Des manifestations et un brin de nostalgie. Dans les rues de Paris, on n'oublie pas les 40 ans de mai 68. Mais en tête des cortèges, c'est l'actualité qui s'impose, la réforme des retraites et le passage à 41 ans de cotisation. On va partir en retraite avec 800 euros, 900 euros. Un loyer, c'est 400-500 euros. On devient des clochards, on devient des moins que rien. C'est pas normal que les vieux continuent à bosser pendant que la jeunesse est au chômage. Les jeunes, vous n'aurez pas assez cotisé. Vous pourrez partir à la retraite à quel âge? À 70 ans? Ça, c'est pas possible. La défense des retraites comme leitmotiv, mais les inquiétudes sont nombreuses, notamment sur le pouvoir d'achat. On se retrouve avec des gens qui travaillent, qui bossent pour rien. On leur promet, on s'émerveille, ils bossent dans des conditions de travail très difficiles. Et en plus, ils gagnent que dalle. À Paris, ils étaient plus de 30 000 dans les rues. Force ouvrière fait cortège à part ce matin, mais la CGT et la CFDT défilent côte à côte cet après-midi, unis le 1er mai, du jamais vu depuis 5 ans. Et c'est ce qui nous donne un peu plus de poids pour dire au gouvernement notamment, il ne suffit pas de nous rencontrer, de nous recevoir, maintenant il va falloir nous entendre sur les revendications que nous défendons. En mai, le temps des manifestations n'est pas terminé. Les syndicats donnent rendez-vous le 15 aux fonctionnaires, le 22 contre la réforme des retraites. À Marseille, sur la Canebière, les syndicats ont comptabilisé 30 000 personnes. Avec eux aussi défilé les dockers et les agents portuaires qui sont en grève donc à Marseille depuis maintenant 3 semaines.
À Grenoble, 7000 personnes selon les syndicats. Ce sont les lycéens qui conduisaient le cortège. Et au total, selon le ministère de l'Intérieur, 120 000 manifestants ont défilé sur l'ensemble du territoire aujourd'hui. À Cuba, des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées place de la Révolution alors que le régime du nouveau président Raúl Castro appelle à relancer l'économie nationale. Les 3 salariés sans papier qui ont reçu leur récépissé de régularisation étaient à l'honneur aujourd'hui. L'un d'eux était en tête du cortège des syndicats. Ils ont largement profité de ce congé du 1er mai qui marque pour eux la fin d'une vie de clandestinité. Les 7 autres salariés du restaurant qui sont dans le même cas de figure sont convoqués lundi à la préfecture. Ils espèrent aussi être régularisés. Selon les syndicats, au moins 900 demandes ont été déposées. Pauline Dordy et Christophe Keng. Régularisation globale de tous les travailleurs et travailleuses sans papier. Sa première carte de séjour en main, il défile fièrement en tête du cortège. Depuis 2 ans, il travaillait et vivait dans l'ombre. Pour lui, ce 1er mai est historique. Je suis heureux d'avoir cette papier. C'est le même combat que, après de ces papiers, nous sommes en combat. Donc je souhaite que mes copains soient donc pour qu'eux aussi puissent savoir. Ses copains, ceux du restaurant où il travaille. Tous avaient déposé leur dossier en préfecture. 3 ont été régularisés. Les demandes des 7 autres sont examinées au cas par cas. En attendant, l'Abba Traoré a tenu à remercier ce matin l'association qui les a soutenus. Les premiers? Oui, je suis pas régularisé. Fais voir ça. Oui. Récépissé. Le gouvernement a quand même donné un signe politique favorable en régularisant déjà ces 3 travailleurs sans papier qui sont exactement dans le même cas que les 600 autres. Il n'y a maintenant aucune raison pour que tous ceux qui sont en grève depuis le 15 avril ne soient pas aussi régularisés. En tout, près d'1 millier de dossiers de travailleurs sans papier ont été déposés dans les préfectures d'Île-de-France. Le Front National a aussi organisé son rassemblement traditionnel au pied de la statue de Jeanne d'Arc. Peu de monde dans un contexte particulièrement difficile pour le Front, miné par des problèmes d'argent et des tensions internes, suscités notamment par les derniers propos de Jean-Marie Le Pen qui est revenu sur le détail, comme il aime à le dire, des chambres à gaz. Thierry Curté et Jean-Marc Nocnoc. Ce matin, avant le départ du défilé, une évidence. Seuls les plus motivés des militants ont fait le déplacement cette année. Le Front National est en crise. Il est contraint de vendre son siège. Il ne s'est pas redressé significativement au municipal. De plus, un nouveau dérapage de Jean-Marie Le Pen sur les chambres à gaz brouille toute tentative de reconstruction. Nous sommes ni des fachos, ni des réacs. Nous sommes des Français, c'est tout. Et ne me dites pas que ceux qui sont nés ici sont Français. Marine Le Pen, partisane d'une voix qui normaliserait le Front National, regrette à demi-mot le dérapage de son père. J'ai pas pris mes distances, j'ai pas à prendre mes distances. J'ai dit que je n'avais pas la même vision que lui sur les événements de la Seconde Guerre mondiale. Le patron du Front National, lui, ne voit pas là de problème. Vous n'avez pas peur que vos récentes déclarations dans le magazine Breton perturbent l'image de discours? Pas du tout, mais alors pas du tout. Pas de contrition non plus dans son discours. Il fait un bilan sombre d'1 année de présidence Sarkozy. Aucune des promesses célèbres, solennelles du candidat Sarkozy n'a été tenue. Au bout d'1 an de sarkozysme, la France est au bord de la faillite économique. À 80 ans cette année, Jean-Marie Le Pen ne laisse à personne le soin de fixer le cap. Même si dans l'ombre, certains commencent à oser parler de succession. Et puis l'hommage à la mémoire de Brahim Bouharam sur le pont du Carrousel à Paris en mai 1995. Ce Marocain de 30 ans avait été jeté dans la Seine par des manifestants du Front National. Bertrand Delanoë, le maire de Paris, était présent à cette cérémonie. Nicolas Sarkozy à Aix-la-Chapelle en Allemagne pour l'hommage à Angela Merkel qui a reçu le prix Charlemagne pour son engagement européen. Le président français a beaucoup insisté sur la grande amitié qui les lie sur le ton de la boutade. Écoutez-le. La presse parle beaucoup de notre couple. Je félicite M. Merkel qui est là. Je voudrais lui dire de ne pas croire tout ce qui est écrit dans la presse. J'aime Angela Merkel beaucoup plus que ce qu'ils disent.
Au Tchad, un Français de 49 ans travaillant pour l'association humanitaire Save the Children a été tué par balle près de la frontière soudanaise. Son convoi a été stoppé par des hommes armés alors qu'il revenait de la région d'Adré où il assurait le suivi des enfants que l'Arche de Zoé avait tenté de soustraire à leur famille. Bernard Kouchner a dénoncé, je cite, un acte de barbarie ignoble et demande aux autorités tchadiennes de faire toute la lumière sur cette affaire. En Italie, l'initiative intempestive du ministère des Finances, qui a divulgué sur Internet les 40 millions de déclarations de revenus des Italiens, a suscité un véritable tollé. Quelques heures après cette malheureuse publicité, les autorités ont dû faire machine arrière, mais le mal est fait et beaucoup maintenant ont eu le temps de télécharger plusieurs listes. Philippe Busserias et Clara Bosco. L'espace d'un clic, un monde secret s'est entrouvert. Hier, sur le site de la direction des impôts, les Italiens ont pu consulter les déclarations de revenus pour 2005 de leurs voisins, de leurs collègues de bureau, de leurs patrons, de leurs hommes politiques, adresses personnelles comprises. Raison invoquée par les services fiscaux, un souci de transparence. À l'arrivée, une vraie pagaille. Le site a été pris d'assaut et saturé. Je trouve ça juste que quelqu'un comme moi qui touche une retraite de 800 € par mois sache combien d'impôts paye mon voisin qui roule en 4x4. Moi, je trouve que c'est une violation de la vie privée. Dès 16h30, face aux protestations, l'autorité garante des libertés individuelles a fait fermer le site et interdire la diffusion via Internet de ces déclarations de revenus. Mettre les données des contribuables sur un site Internet, cela veut dire qu'on les rend accessibles dans le monde entier et qu'on risque de les voir enregistrés partout. Le quotidien La Stampa a eu le temps de noter et de révéler ce matin les revenus des personnalités italiennes les plus en vue. Le plus riche, le couturier Giorgio Armani, plus de 44 millions d'euros. Silvio Berlusconi, qui n'a jamais fait mystère de sa fortune, 28 millions d'euros, 3,5 millions pour le comédien Roberto Benigni et plus de 9 millions pour David Trezeguet, le footballeur français de la Juventus de Turin. En Italie, il n'est pas interdit de consulter une déclaration de revenus. Tout citoyen peut en faire la demande auprès des services fiscaux ou auprès des communes, une procédure d'ordinaire très stricte qui n'a rien à voir avec cette ruée sauvage sur Internet. Et en France aussi, on peut consulter le rôle des impôts, c'est-à-dire avoir accès au registre du fisc. Mais là encore, il faut respecter des procédures, le faire dans un cadre précis et sans publicité quelconque. Fabien Chadeau. Pour connaître l'impôt de votre voisin, direction les services fiscaux de votre département. La loi vous autorise à consulter la liste des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Elle vous permet aussi de connaître le montant de l'impôt payé par chaque contribuable ainsi que son revenu imposable. Seule contrainte, vous n'avez accès qu'aux dossiers des personnes qui dépendent de la même perception que vous. Ces informations ne sont pas confidentielles, mais il est interdit de les dupliquer et de les diffuser. Cependant, il arrive qu'elles le soient. À la suite d'un cafouillage des services fiscaux il y a quelques années, plusieurs milliers de personnes reçoivent leur avis d'imposition, mais en page intérieure, surprise. Tout d'un coup, je me suis aperçu que c'était le nom de quelqu'un d'autre qui était derrière. C'était un voisin d'immeuble. À l'origine de ce couac, une erreur de l'imprimeur. Et puis, il y a les fuites dont peuvent être victimes les célébrités. En 1989, la feuille d'impôt de Jacques Calvet, alors PDG de Peugeot Citroën, fait la une du Canard enchaîné. Le journal révélait la forte augmentation du patron en plein conflit social sur les salaires. À partir de demain, le SMIC augmente de 23 € net par mois et les allocations familiales sont réformées. Revue de détail avec Cyril Za. 480 € sur un an, c'est le manque à gagner de cette famille avec le nouveau mode de calcul des allocations familiales. Le supplément de 40 € dont bénéficiait l'aîné disparaît. L'aide ne sera récupérée que lorsqu'il atteindra ses 14 ans. Du coup, le père ne décolère pas. Tous les à côté, ça aide forcément un petit peu, on ne peut pas cracher dessus. Et donc là, une fois de plus, la famille est fracassée. C'est donc la fin des rallonges lorsque l'enfant atteint l'âge de 11 et 16 ans. Désormais, une augmentation unique, 60 € au 14e anniversaire. Autre changement, conséquence directe de la hausse des prix, l'augmentation du SMIC, plus 2,3%, soit 23 € net de plus par mois. En hausse également, mais plus dur pour le porte-monnaie des ménages, le prix du gaz. Pour la deuxième fois depuis le début de l'année, les tarifs grimpent, plus 5,5% sur votre facture. Et parmi les thèmes de préoccupation sociale, la réforme des retraites et la prise en compte de la pénibilité au travail. Un sujet que le ministre n'a pas inscrit dans son projet de réforme. Parmi les métiers les plus dangereux, celui de marin-pêcheur, où chaque année 20 personnes trouvent la mort. 1 sur 8 est touché par un accident du travail. Sorti en mer avec un équipage dans des conditions, vous allez le voir, qui sont en effet particulièrement difficiles. Reportage Valérie Le Rouge et Thomas Donzel.
Bonsoir à toutes et à toutes. Pour l'Atlantique et pour la mer du Nord, grand frais en cours pour Viking. La météo marine annonce des vents de force 6 à 7, des creux de 4 mètres, qu'importe. Bonjour. 3h30 hier matin sur le port du Guilvinec, Patrice Donard rejoint ses 2 matelots pour aller pêcher la langoustine. Il y a encore 2 ans, l'équipage n'aurait pas pris le large avec pareille prévision. Il ne faut pas se rater à l'heure d'aujourd'hui, parce que le banquier, qu'il fasse mauvais, qu'il fasse beau, bon, en fait, c'est pas trop son problème non plus. Quoi, et que la ressource soit au rendez-vous ou qu'elle ne le soit pas non plus. Donc, on va essayer que ça se passe au mieux. Donc. 3 heures de navigation plus tard, l'océan est toujours aussi agité, le chalut est enfin jeté. Durant plusieurs heures, il est tracté à 100 mètres de profondeur, là où se nichent les précieux crustacés. C'est bon, ce matin, malgré le temps, il y a un petit peu de pêche. Il faut que ça dure, on va bien voir, mais non. Qu'est-ce qu'on a essentiellement là? Essentiellement de la langoustine, quelques sols, quelques lottes, un petit peu de tout, quoi, mélange. Expliquez-moi comment vous êtes payé, vous? On est payé au résultat. Si on pêche pas, on n'a rien. C'est aussi simple que ça. Avec les mouettes pour seule compagne, le bateau poursuit son voyage. À 3 reprises, le filet jeté à l'eau, tiré 2 heures, puis remonté. Il pèse plusieurs centaines de kilos. Les organismes sont mis à rude épreuve et les marins n'arrêtent jamais. Les pêcheurs ont échappé in extremis à la réforme des régimes spéciaux. Ils ne cotisent toujours que 37 années et demie, mais ne se sentent pas pour autant privilégiés. On a passé 37 ans sur un pont de navire à travailler. Je crois qu'on a largement gagné sa retraite. C'est pas démérité, je pense pas. Ou alors celui qui dira ça, personnellement, il n'a jamais eu les pieds sur un bateau, c'est pas possible. Après 13 heures de mer, le coup de vent n'a pas faibli. Mais il en faudrait plus pour priver les matelots d'une pause saucisse frite, le seul moment de répit de la journée. Retour au port du Guilvinec, l'un des principaux ports de pêche de Bretagne, où les marins sont chaque soir très attendus. Direction la Criée pour y débarquer la quinzaine de caisses de langoustines et de poissons. Des restaurateurs de la région, des poissonniers et des acheteurs de grandes surfaces y font leur marché. Mais à la Criée aujourd'hui, il n'y a plus de crieurs. Non, c'est plus comme avant. Non. Maintenant, c'est avec un petit appareil avec 2 postes. Il y a le poste 1 et le poste 2, il a 2 boutons. Et c'est le dernier qui lâche, qui a le lot, si vous voulez. Quoi. Donc quand tu vendis, si c'est le moins cher, encore. Quelques minutes plus tard, le verdict tombe pour Patrice Donard. Bon, Dac, Sylvain. Voilà. Je te laisse, salut. Bon, 2200 €, donc l'objectif est en partie atteint. 2200 €, quel Patrice doit retirer 400 € de gazole pour la journée et presque autant pour l'usure des filets et l'amortissement du bateau. Le reste est partagé entre membres de l'équipage. Ils gagnent entre 2 et 3 000 € par mois, mais ils sont bien loin des 35 heures. Pour beaucoup, le mois de mai, c'est aussi l'occasion de s'évader le temps d'un week-end. La police étant particulièrement présente sur les routes pour surveiller le comportement des automobilistes. Les contrôles sont généralisés et les gendarmes en embuscade. François-Julien Piednoir et Pascal Caron. Les gendarmes sont sur le pont aujourd'hui. Le dispositif est en place depuis seulement 2 minutes et déjà sur cette autoroute, un excès de vitesse. Contrôle de la vitesse. Vous avez été contrôlé à 167 km/h. 167 km/h, les gendarmes retiendront 158 pour la marge d'erreur. On vous fait 2 points sur votre permis de conduire. Plus 90 € d'amende pour cet habitué de la vitesse. Pour vous, c'est une conduite normale, 170? Ouais, je roule tous les jours un peu comme ça. J'ai pas acheté une voiture pour pas rouler avec, quoi. Donc, on peut pas faire des voitures qui roulent à plus de 200 dans ce cas-là. J'ai fait une erreur, puis voilà, quoi, je la paye. Mais bon, c'est pas pour ça que ça m'arrêtera. 8 km plus loin, une autre patrouille. Rien qu'en Seine-et-Marne, 140 gendarmes sont déployés, 30 contrôles installés. C'est 2 fois plus qu'un jour normal. C'est la peur du gendarme. On voit beaucoup de gendarmes, on montre nos forces. Ça fait ralentir l'automobiliste. Il circule plus sereinement et les accidents sont moindres. La circulation va s'intensifier dans le sens des retours. Samedi est classé orange en Ile-de-France et dans l'Est et ce sera rouge dimanche, partout. Le ministère des Transports rappelle donc quelques principes de base, port de la ceinture à l'avant et à l'arrière, respect de la vitesse, de la distance entre les véhicules et bien entendu pas d'alcool au volant. Le plus dur à respecter, c'est le temps de conduite. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas toutes les 2 heures réellement.
C'est peut-être en partie grâce au contrôle renforcé qu'en 2007, le mois de mai a été l'un des moins meurtriers de l'année sur les routes. 346 personnes sont mortes à cette période. Aux États-Unis, l'augmentation du prix de l'essence inquiète. Son prix a doublé en 3 ans, ce qui conduit certains à des actes parfois pittoresques, parfois hautement répréhensibles, comme siphonner le réservoir du voisin. D'autres envisagent de revenir aux moyens de transport totalement typiques. Voyez ce reportage d'Alain Chalvron et Aaron Diamant. Il avait juré qu'à 4 $ le gallon d'essence ou de diesel, il abandonnerait la voiture pour le cheval. Chose promise, chose due. Alan Pierce défile donc dans les rues de sa petite ville du Kentucky en signe de protestation contre la flambée des prix du carburant. Tout le monde pleurniche et se plaint. Moi, j'essaie de faire quelque chose. En vérité, Alan Pierce n'est pas le seul à protester. Les camionneurs, premiers touchés, ont envahi les rues de Washington le week-end dernier avec leurs impressionnants engins. Ici, le diesel est plus cher que l'essence, et même si le prix du litre, 70-75 centimes d'euros, peut paraître raisonnable vu d'Europe, il grignote la marge de ces professionnels. Baissez le prix du gasoil, faites quelque chose. Ça se répercute sur tout le monde, transport, nourriture, toute l'économie. Première conséquence, la réapparition et l'explosion d'une criminalité oubliée, le siphonnage des stations-service, des réservoirs de camions ou des citernes de ferme. C'est de l'or liquide, voilà ce que c'est. Quand c'était à 30 centimes le litre, personne ne pensait même à le voler, mais maintenant... Cette crise du carburant ne fait toutefois pas que des malheureux. Les prêteurs sur gage en particulier font des affaires en or. En ce moment, tout le monde manque d'argent et les banques ne prêtent pas. Alors ils viennent emprunter 50 $ pour faire le plein. Mais en fait, c'est toute la société américaine qui est touchée, une société où l'on fait couramment 100 km par jour pour se rendre à son travail. La hausse du prix de l'essence agit donc comme une ponction intolérable sur les classes moyennes. À Londres, début du vote pour l'élection municipale. Ce matin, le maire sortant, Ken Livingstone, a appelé les Londoniens à se mobiliser. Son concurrent le plus sérieux, le conservateur Boris Johnson, a été applaudi par une foule nombreuse. Pour une fois, il a choisi le registre de la sobriété. On connaîtra demain le nom du vainqueur. En Israël, ce matin, pendant 2 minutes, les sirènes ont figé le pays. C'est le moment le plus poignant de cette journée dédiée à la mémoire des 6 millions de juifs victimes de l'Holocauste. Dans tout le pays, les sirènes ont retenti à 10 heures précises et tous les habitants se sont immobilisés dans un recueillement collectif. En France, le commissariat à l'énergie atomique va construire un supercalculateur pour le programme nucléaire français. Ce sera le pétaflop, une immense machine à calculer qui représente plusieurs centaines de mètres carrés et capable d'effectuer 1 million, 2 milliards d'opérations par seconde. Patrice Pellet en est tout retourné. À première vue, ça ressemble à des armoires électriques. En réalité, c'est un calculateur. Il permet de réaliser virtuellement l'explosion de la bombe atomique française, matérialisé par 16 chiffres sur 7 écrans, et ainsi de se passer d'essais réels. Avec 60 000 milliards d'opérations par seconde, c'est l'un des plus puissants du monde. Mais en 2010, dans cette salle, il sera remplacé par une autre machine encore plus puissante, un calculateur pétaflopique. Nous visons une puissance installée de l'ordre du pétaflop, c'est-à-dire 1 million de milliards d'opérations par seconde. Si on veut regarder de plus en plus des zones très particulières dans le fonctionnement de l'arme, on est obligé, par définition, d'augmenter notre puissance de calcul. Des calculateurs pétaflopiques, tous les chercheurs en rêvent. Pour modéliser ce tremblement de terre, 5000 milliards de calculs par seconde ont été nécessaires. C'est une modélisation complète de l'ensemble des phénomènes, depuis la rupture, le tremblement de terre lui-même, la propagation et la sollicitation du bâtiment dans ces structures. Et en médecine, nous avons aussi besoin de l'hyperpuissance des calculateurs pour mieux détecter les tumeurs cancéreuses. Typiquement, si vous me donnez accès à une machine 100 fois plus puissante que celle auquel on a accès au jour d'aujourd'hui, au lieu de faire la simulation d'un patient, je pourrais peut-être faire 10 patients par jour, voire même plus. En 69, pour se poser sur la Lune, le calculateur d'Apollo 11 dépassait à peine la puissance d'une calculatrice de poche.
À Guise, dans l'Aisne, existe depuis le 19e siècle une sorte de palais social, vaste bâtiment d'habitation construit par l'industriel Jean-Baptiste Gaudin, l'inventeur du poêle du même nom, pour loger ses ouvriers. Cet édifice unique est toujours habité par une centaine de personnes. Il est en cours de rénovation. Visite guidée avec Yves Ginca et Mathias Second. Le temple du travail, c'est le familistère Gaudin. En 1859, le célèbre industriel inventeur du poêle en fonte décide de bâtir un palais social. 500 appartements pour loger les travailleurs de son usine. Son idée, c'était, avec les produits du travail des ouvriers, c'était de leur rendre les équivalents de la richesse. De l'air, de l'espace, de la lumière, l'eau à tous les étages et même un système de climatisation. Les appartements sont spacieux, avec cabinet de toilette et bien sûr cuisinière en fonte, un luxe pour l'époque. C'est tellement évolué, c'est même limite plus évolué qu'aujourd'hui. On a l'impression qu'on régresse aujourd'hui, quoi. Les gens se connaissaient tous, vivaient la même vie, il n'y avait pas de distinction sociale, tout le monde avait droit aux mêmes équivalents de la richesse. Et tout le monde se connaissait évidemment, puisque ça faisait parfois plusieurs générations que les gens habitaient ici, étant donné aussi que les retraités continuaient à vivre ici. En 1878, le familistère abrite plus de 1000 personnes. Ses habitants, ouvriers ou directeurs en sont propriétaires, tout comme l'usine. Leurs enfants vont à l'école ensemble, il y a un théâtre et même une piscine. Gaudin leur a tout donné. Le familistère n'est pas une société ouvrière, c'est une société pour tout le monde. Jean-Baptiste André Gaudin habite le familistère comme les directeurs de l'usine leur contremettent les ouvriers. C'est une société équitable et solidaire entre les classes. Démocratique et solidaire, la société du familistère a vécu plus d'un siècle, un siècle de célébration du travail. Le Mont-Saint-Michel inaugure ce jeudi de l'Ascension les cérémonies d'anniversaire de sa fondation il y a 1300 ans. Ce lieu de pèlerinage, avant d'être une des destinations touristiques les plus connues au monde, est aussi une abbaye. Romuald Bonan et Gabriel Camilla. Sur son îlot rocheux aux confins de la Normandie et de la Bretagne, l'abbaye est visible à plus de 50 km à la ronde. Le Mont Saint-Michel, témoin d'une présence chrétienne ancrée ici depuis l'an 708. 13 siècles traversés, que des pèlerins venus de toute la France célèbrent à partir d'aujourd'hui, en commençant par s'éreinter sur les marches de ce sanctuaire unique. C'est vrai qu'il faut être costaud pour monter là-haut. C'est l'Ascension aujourd'hui. En plus, on fête l'anniversaire du Mont Saint-Michel. C'est doublement symbolique. Entre ciel et terre, le Mont Saint-Michel et son abbaye, premier site français classé sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Un sanctuaire où, au fil du temps, se sont empilés tous les styles du Moyen-Âge au 19e, avec au sommet le cloître et sa double rangée de colonnes, l'un des plus beaux exemples de l'architecture monastique. En 1300 ans, il y a des mentalités radicalement différentes, des spiritualités radicalement différentes, des architectures radicalement différentes, et le Mont Saint-Michel est la somme de tout cela. L'histoire du Mont Saint-Michel, les personnes qui désirent faire le tour, profiter, visiter avant l'heure du repas. Pas étonnant alors que le Mont Saint-Michel soit devenu le 3e site le plus visité de France, après la Tour Eiffel et le château de Versailles. Chaque année, 3 millions de touristes, toujours sous le charme du lieu. C'est sublime, c'est magnifique, c'est reposant, c'est très verdoyant. J'ai le souffle coupé parce que c'est vraiment magnifique, c'était un rêve depuis tout le temps et c'est fait. L'anniversaire du Mont Saint-Michel avec au programme randonnée, pèlerinage et concerts, des festivités qui vont durer jusqu'en novembre 2009. On n'a pas 1300 ans tous les jours. La Chine multiplie les efforts pour terminer au plus tôt les 37 sites olympiques avant le début des Jeux. Il aura fallu 1000 chantiers, 29 milliards d'euros pour financer ces nouvelles installations, comme celle de Qingdao à 900 km au sud-est de Pékin, station balnéaire de 7 millions d'habitants qui doit accueillir des compétitions de voile. Reportage sur place, Sam Assoula et Tristan Lebrun. Un petit air d'Europe du Nord sur la mer Jaune, Qingdao a gardé les traces d'un siècle de concessions allemandes. Les Chinois adorent, c'est la station balnéaire où ils viennent voir la mer pour la première fois. À la belle saison, la plage devient un studio photo très prisé des futurs mariés, 10 heures de train parfois juste pour prendre la pause. La romantique Qingdao méritait donc de figurer dans les villes olympiques, non sans quelques retouches. Épreuve de voile oblige, l'ancien chantier naval est devenu une marina. On a regroupé le village olympique et le site de compétition, c'est plus pratique.
2 bâtiments rutilants de 17 étages, la résidence des sportifs. Après les JO, ce sera un hôtel 5 étoiles. Vous êtes les premiers visiteurs, vous êtes très chanceux. Premiers visiteurs, mais pas seuls, les journalistes chinois sont également de la visite guidée. Intarissables sur la modernité des lieux, ici, les stores électriques. Plus de 800 athlètes seront reçus ici et on tient à les bichonner. Là, c'est le bar où pourront se reposer les fonctionnaires et les athlètes. Comme ça, ils seront plus performants. Sur la jetée, les ouvriers s'affairent à installer des éoliennes, la fierté écologique de ce site olympique, même si elles sont en nombre symbolique. La Chine veut offrir un visage sans faille. Qingdao fourmille donc de brigades de planteurs de verdure. Même frénésie sur les chantiers, grues et béton doivent disparaître. Pour ce quartier, les JO sont une aubaine. Grâce à eux, une rue dite du sport a remplacé un paysage beaucoup moins présentable. Avant, ici, c'était des égouts. C'était très sale. Regardez ce que c'est devenu. À l'image de Qingdao, les 5 autres villes olympiques n'ont lésiné sur aucun moyen pour que la vitrine soit parfaite. Au moment des JO, aucun détail ne doit venir contrarier la démonstration de la puissance chinoise. Football, en Ligue des Champions, Chelsea s'est imposé face à Liverpool 3-2. C'est Drogba qui a ouvert le score pour Chelsea, égalisé par Fernando Torres lors des prolongations. Et Lampard a redonné l'avantage à Chelsea, suivi d'un second but de Drogba. C'est donc Chelsea qui rencontrera Manchester en finale. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle la principale information. Les 6 alpinistes français qui se trouvaient dans les Alpes italiennes à 3000 mètres d'altitude ont été victimes d'une avalanche qui les a projetés contre une barre rocheuse hier après-midi. 5 ont été retrouvés morts, toujours encordés. Le 6e qui a pu être secouru hier soir est toujours à l'hôpital. Les familles des victimes sont attendues en Italie. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo de Tania Young, suivi du point route de Julien Pascal. 20h50, vue du ciel avec Yann Arthus Bertrand. Demain pour l'information, vous retrouverez Élise Lucet à 13h. Excellente soirée sur France 2. Bonsoir. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.